Добрый вечер, дорогие гости Русского дома, уважаемая госпожа Кусто, господин и госпожа Гуру. Madame Cousteau, Monsieur et Madame Gourou, on nous dit souvent qu'on ne parle pas souvent des régions de Russie. Et aujourd'hui, grâce au Centre de la Société russe de géographie en France, nous voulons corriger cela et regarder une région arctique très intéressante pour nos invités. Quand on parle de l'Arctique, on parle de la nature, du climat, des glaciers, l'influence des pôles sur le climat de la Terre. Maintenant, on veut que vous regardiez cette région autrement et voir les habitants de l'Arctique, ces gens pour qui le Nord, ce n'est pas exotique, c'est quelque chose de naturel pour leur habitat. Nous remercions le Centre de la Société russe de géographie en France pour cette possibilité. La conférence et l'exposition font partie d'un grand projet de cette association qui s'intitule Aujourd'hui, j'irai au-delà du cercle polaire. Et je propose à tous ceux qui sont intéressés par ce projet pour que vous puissiez découvrir les différentes régions de Russie. Je vous souhaite une rencontre agréable, une soirée agréable et de belles découvertes. Chers amis, je voudrais dire quelques mots de remerciement, faire une petite annonce et après on va revenir encore aux remerciements. On va être bref. Merci tout d'abord à vous tous d'être venus. Nous savions qu'aujourd'hui, nous ne serons pas nombreux, mais justement, c'est d'autant plus précieux chaque personne qui nous a soutenus par ses pieds, ses yeux, qui est venu voir notre exposition. Je remercie notre ami Jean-Louis Gourou, un autre ami, Monsieur Cousteau, avec qui nous collaborons pendant très longtemps, depuis très longtemps. Nous remercions nos intervenants, Alexandre Sabourov et Adrien Vlakov, qui vont intervenir aujourd'hui avec leurs belles conférences accessibles à nous tous. Merci aussi à la Maison russe de la science et de la culture qui accueille toujours nos projets. Je parlerai un peu des projets. Aujourd'hui, cette année, nous avons lancé une série d'événements intéressants intitulée Aujourd'hui, j'irai et on a organisé plusieurs ponts télé avec des écoliers de Yamal et des écoliers français avec nos écoles partenaires à Bordeaux et Versailles. Ce sont des Français qui étudient le russe et qui sont bilingues. Et nous avons organisé aussi une leçon ouverte sur l'Arctique, s'adressant à des écoliers. Aujourd'hui, on inaugure cette exposition et on voudrait vous montrer ces visages de l'Arctique, ces gens qui y habitent, qui sont divers qui sont nombreux et qui ont une vie passionnante et aussi celle que nous menons nous. L'événement prochain, ça va être un film qui va être projeté quand la neige fond, qui est réalisé par un réalisateur jeune avec le soutien de la Société russe de géographie, film concernant un éleveur de rennes et comment ces deux civilisations coexistent et ne peuvent pas s'autodéterminer. Est-ce que nous sommes des nomades ou est-ce que nous sommes des peuples sédentaires? C'est intéressant de voir comment deux générations conversent en dehors du temps, mais aussi à l'intérieur du temps. Et je voudrais terminer par dire que cet événement, nous organisons cela en collaboration avec le directeur des recherches scientifiques, directeur des projets scientifiques de la maison russe, Marina Ignatieva. Regardez-la. Et pour Marina, avec cet événement, sa mission se termine et nous le regrettons. Et je voudrais dire ceci, notre association, nous travaillons avec des gens, des personnes. Et vous savez, nous ne sommes pas un projet commercial. Tout cela, ce que nous faisons, vient du cœur. Et on ne peut pas toujours rencontrer des gens comme nous hein, qui travaillent, comme Marina, par exemple, qui est devenue non seulement une exception, mais une découverte pour nous, parce que elle a détruit pour nous cette image de fonctionnaire qui a été créé pendant des années par Gogol, Dostoïevski, par d'autres chefs-d'œuvre classiques, mais aussi de littérature moderne. C'est une personne qui appartient à une autre génération, une génération nouvelle, qui vit par son travail honnête, son beau travail, c'est une personne au grand cœur, qui aime la culture russe, la science russe, et nous remercions Marina
pour ces plusieurs années de collaboration avec elle et nous lui souhaitons des succès professionnels et dans tout ce qu'elle entreprend. Merci, Marina. Chers collègues, alors, nous allons passer à la partie conférence de notre événement et notre première intervention, Adrien Vlakov de l'École des hautes études en sciences économiques. Adrien, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Je suis très heureux d'intervenir ici aujourd'hui. Je vous remercie sincèrement pour l'invitation, pour l'organisation de cette belle manifestation et j'ai préparé quelques diaporamas et je vais partager cela avec vous. Je voudrais aujourd'hui vous faire cette conférence peut-être plus ennuyeuse, plus scientifique et je vais vous dire parler de ces recherches arctiques modernes, qu'est-ce que cela veut dire et pourquoi l'avenir est à l'Arctique. Je voudrais intituler la conférence ainsi. Je travaille à l'École des hautes études en sciences économiques à Moscou et je suis ravie d'accueillir tout le monde à Paris et j'espère sincèrement pouvoir intervenir personnellement à la Maison des sciences et de la culture à Paris. Alors, je voudrais commencer par une belle image comme ça qui a été réalisée par on peut dire, par mes soins. Je ne suis pas professionnelle. Alors, cela a été fait dans un endroit très intéressant. Convenez-en, cette image pourrait être faite, cette photo pourrait être faite dans beaucoup d'endroits. Il y a beaucoup de monuments à Lénine au sein de cet espace post-soviétique et en dehors de cet espace. Mais ce Lénine-là est exceptionnel. Il est situé, alors, ça c'est, ce Lénine est le plus au nord, on peut dire. Et il se trouve sur l'archipel euh, Spitzberg, c'est le village Pyramida, c'est la latitude 89 et c'est une illustration, hein, ça parle de la manière dont ce paysage qui est habituel pour nous peut se situer ailleurs, dans des endroits assez exotiques, assez lointains, assez inhabituels. Et c'est justement de ces endroits lointains, exotiques, et justement de l'Arctique que je voudrais parler avec vous. De l'Arctique du Nord, qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce que c'est si important et pourquoi est-ce qu'on s'occupe de l'Arctique du Nord. Et je voudrais vous montrer quelques images, quelques illustrations. Quand on parle de l'Arctique, on a parfois des représentations un peu stéréotypé de ce que c'est. Et un des stéréotypes les plus répandus, c'est euh, de dire que l'Arctique est un désert glacial où règnent les maîtres de l'Arctique, les ours polaires. Il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup de momies, d'animaux empaillés, et on voit souvent ces photos quand on parle de l'Arctique. Et bien sûr, l'Arctique, c'est cette nature polaire nordique dans toute sa diversité. Et assez souvent aussi, on voit des photos comme cela. Et cela aussi, c'est l'Arctique. Ces photos de brise-glace, de ces chercheurs, ces explorateurs polaires qui conquièrent ces endroits, ces glaces arctiques qui sont peu accessibles, difficilement accessibles, qui conquièrent ces espaces qui nous paraissent lointains, peu accessibles. Et cela aussi, ce sont des stéréotypes de l'Arctique. Et cela aussi, c'est l'Arctique. Et vous voyez, sur ces photos, on voit que l'Arctique, elle peut être quelque part très loin, mais elle est incluse dans les processus globaux de développement, de coopération, de concurrence, de compétition, et périodiquement, euh, on voit quelque chose qui émerge
de ces glaces quelque chose comme ce sous-marin qui est assez inhabituel. Ça aussi, c'est l'Arctique. L'Arctique, c'est aussi des villes industrielles, c'est ces industries d'extraction de ressources dont l'Arctique est riche et on sait tout cela et les explorateurs plaisantent, ils disent que la nature de l'Arctique peut être euh, ordinaire, mais sous terre, il y a des ressources qui sont très riches, qui sont importantes. Et tout ça, c'est l'Arctique. Et souvent, je pense que vous avez pu observer ça sur ces photos-là. Mais si ce n'est pas le cas, je voudrais vous montrer d'autres photos. Par exemple, quand on tape dans un moteur de recherche très populaire, quand on tape Arctique, si on forme cette recherche, si on demande à Internet, on verra des photos comme cela. Et sur ces photos, on voit beaucoup de choses, de la glace, des océans, de la neige, des bateaux. Et il n'y a qu'une chose qui est absente sur ces photos. euh, il n'y a pas de gens, on ne voit pas de personnes. Et justement, c'est ce dont je voudrais parler, des gens qui vivent en Arctique, pourquoi ils sont importants et pourquoi il faut étudier ces habitants. L'Arctique et ses habitants, c'est une grande diversité, c'est très divers. On le sait très bien, l'Arctique scandinave va être différente de la Tchoukotka ou de la Yakoutie, mais les habitants de l'Arctique sont très divers aussi. Ce sont des peuples autochtones, bien sûr, qui ont vécu dans ces régions durant ces dernières euh, des centaines d'années et qui sont une richesse du Nord et leur tradition, leur culture sont très importantes pour comprendre ce qui se passe dans la région. Mais ce ne sont pas uniquement des peuples autochtones. Il y a beaucoup d'autres habitants qui y habitent. C'est ceux qui sont venus en Arctique, comme on le dit souvent, c'est des explorateurs, ceux qui sont venus pour extraire des ressources qui sont cachées sous la neige, sous la glace, et pour pouvoir les diriger pour le bien de toute l'humanité. Ce sont des gens qui travaillent dans l'industrie pétrolière, gazière, c'est des pêcheurs, c'est d'autres personnes qui viennent dans le nord pour extraire des ressources. Mais il y a d'autres personnes qui viennent en Arctique en touriste pour se divertir, pour visiter, pour voir ce que c'est l'Arctique. Qu'est-ce que c'est que cette région? C'est des tourismes et des touristes. Et le tourisme arctique c'est une partie importante de ce qui se passe en Arctique. Et c'est aussi des gens qui habitent, qui viennent en Arctique, qu'il faut aussi étudier. Et enfin, c'est des gens ordinaires qui habitent dans des villes de l'Arctique, qui ont leur quotidien, leur vie quotidienne là-bas, qui vivent là depuis des décennies, euh, depuis des générations, et qui considèrent l'Arctique comme leur maison. Et ces différentes catégories constituent justement le visage de l'Arctique. Donc ça, ce sont des gens de l'Arctique et nous, les scientifiques euh, spécialistes en sociologie, nous les étudions activement. Quelles sont les choses, les points scientifiques importants dont on doit parler? Qu'est-ce que l'Arctique? Quelles sont les limites de la région? Quelle est la différence entre l'Arctique et le Nord? Quelle est la direction de nos études? Études du Nord. Qui habite dans le Nord et pourquoi ces gens y habitent et pourquoi le futur est au nord, à l'Arctique. Alors, ce sont les questions les plus importantes euh, que je devrais aborder. Je commence par quelques stéréotypes habituels dont j'ai déjà un peu parlé.
Premier stéréotype, le Nord, c'est loin, c'est à l'autre bout du monde, c'est très très loin. Alors maintenant, je peux sortir de ma maison, prendre l'avion et être là-bas en 1 heure et demie. Mon collègue Alexandre habite à Arkhangelsk. Il y a 1 heure et demie d'avion entre Moscou et Arkhangelsk. Donc, le nord, ce n'est pas aussi loin qu'on le pense. Deuxième stéréotype, dans le nord, il fait très froid. Alors, c'est aussi une erreur, une grande erreur. Toute l'Arctique européenne, la Norvège, Murmansk, Spitzberg, Islande, ce sont des endroits assez chauds qui sont sous l'influence euh, de ce courant Gulf Stream et le climat est assez doux et nous savons très bien que le climat actuellement change beaucoup sur notre planète et bien sûr le climat du Nord n'est pas aussi sévère qu'autrefois. Troisième stéréotype, il n'y a personne qui habite dans le Nord. Ça aussi, c'est une erreur. Et je l'ai déjà montré. Il y a beaucoup de gens qui habitent là-bas, des personnes différentes, différentes catégories de population. Et au total, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes. Et selon certaines estimations, c'est plusieurs millions de personnes. Et ce n'est pas un désert polaire glacial. C'est une région assez peuplée. Quatrième stéréotype, si quelqu'un habite dans cette région, ce sont ces peuples dits autochtones. Et j'ai montré que ce n'était pas le cas. Il y a différentes catégories de la population un autre stéréotype qui est assez nuisible, qui consiste à dire que le Nord, c'est uniquement les ressources naturelles et l'argent qu'on peut obtenir et donc, cette approche n'est pas très bonne dans n'importe quel cas. Cette approche n'est pas très bonne pour toutes les régions, mais pour une région aussi fragile que l'Arctique, c'est une erreur dangereuse parce que la personne, elle peut détruire vite ce système fragile de l'Arctique. Et donc, en partant de ces stéréotypes, je voudrais donc passer à autre chose. Durant ces quelques dernières décennies, on voit apparaître de plus en plus de cartes comme ça. Je demande souvent à mes étudiants quelle est la différence de ces cartes-là de nos cartes habituelles. Et la réponse est simple. Ici, le nord se trouve au centre. Tout se focalise autour du nord, autour de l'Arctique, autour de ce qui se passe dans cette région polaire. Et historiquement, c'est quelque chose qui est assez récent et ça fait quelques décennies qu'on a commencé à nous focaliser sur le nord, à faire attention à cette région en termes scientifiques, et bien sûr que ça va se poursuivre. Et alors, en même temps, nous ne comprenons pas très bien ce que c'est que l'Arctique et ce que c'est que le Nord. On n'a pas de compréhension claire où passe la frontière de cette région. Vous voyez cette image dans le coin droit en haut, vous voyez, il y a plusieurs frontières qui s'entrecroisent et chaque science définit les limites de l'Arctique d'une manière différente. Ça, c'est très important. Hein, nous avons beaucoup de termes qui s'entrecroisent. L'Arctique, le Nord, la Sibérie, l'Extrême-Orient. Et si on se trouve, on passe en dehors, alors il y a la Scandinavie, l'Europe du Nord, l'Alaska, le Canada, le Groenland. Il y a plusieurs compréhensions de ce dont on parle. Et donc on ne peut les comprendre que qu'en totalité, parce qu'il y a beaucoup aussi de similitudes. Alors avec le temps, on change notre manière donc de comprendre cette région. Il y a une importante, intéressante fait qu'il faut dire,
les derniers 10 ans, il y a beaucoup de fois qu'il a changé les compréhensions, qu'est-ce que c'est l'Arctique et qu'est-ce que c'est le Nord. Car les frontières de l'Arctique sont de plus en plus larges et ça, c'est la représentation du fait qu'il y en a encore plus en plus de territoires qui veulent devenir arctiques. Et nous, dans les sciences sociaux, on détermine le Nord et l'Arctique pas comme un territoire avec une frontière très exacte, c'est pas forcément le cercle polaire, mais on le détermine par la culture. Le Nord, c'est l'endroit où on voit quelque chose d'extrémal, quelque chose qui ne ressemble pas à notre vie quotidienne dans les grandes villes. Ce qu'on voit complètement différent que dans les idées reçues habituelles, comme par exemple les lieux habituels d'habitation des gens. Il n'y a pas de détermination très exacte. Ces lieux où sont les gens peuvent tester leurs capacités, leurs limites et comprendre à quel point ils sont capables d'étudier notre planète. Les dernières quelques décennies, nous avons eu la mode sur l'Arctique. Elle est devenue, c'est très à la mode en trend, et ça, c'est très populaire, et c'est exactement le reflet de ce qui se passe. Avant, l'Arctique, c'était la destination où les États coloniaux sont élargissés. Ils ont rattaché les provinces nouvelles où les États prenaient les ressources pour leur développement. Et le Nord, c'était le lieu de destination de son. Ils ont voulu vérifier les limites de leur capacité, de ce que l'être humain est capable de supporter. Combien de semaines elle pourrait passer dans les glaces, dans les neiges? Combien de temps on peut manger que les provisions? Combien de destinations ou distances on peut faire avec les chiens? Aujourd'hui, on a tous compris que l'Arctique, c'est le première possibilité, c'est une première lieu de nouvelles possibilités. Le climat se change, l'Arctique il devient plus accessible. L'Arctique, c'est une destination de développement où on peut sortir beaucoup de ressources, mais en même temps, elle donne aussi les challenges nouveaux. Elle donne beaucoup de challenges que les gens essaient d'ignorer et de temps en temps les répondre. Et les deux dernières 3 décennies, on parle de boom arctique, la nouvelle mode sur le Nord, que avant venait et repartait, alors qu'aujourd'hui, on vit dans l'époque dans laquelle l'Arctique est extrêmement populaire et que tout le monde, les yeux rivés sur l'Arctique. Par exemple, l'exemple assez connu, il est connu pour ceux qui vivent en Russie, là, à Murmansk, destination, on avait eu le village des pêcheurs Tilib. Il y a certaines personnes qui le connaissent par rapport le film Léviathan qui est sorti il y a quelques années. C'était un simple village de pêcheurs au bout du monde où les personnes ont pêché et pas seulement, et qu'ils ont vécu d'une manière assez tranquille de leur vie. Et après sortie de ce film, cette village elle est devenue très très populaire et il y aura beaucoup de touristes qui sont venus, même faire les festivals, qui ont attiré beaucoup de nouveaux personnalités. À peu près chaque personne qui s'intéresse du Nord se fait le but de venir absolument y voir. Mais comment les locaux prennent ça, c'est une question. À propos, même si le mode se développe, l'Arctique, il ne faut pas qu'on l'oublie, que c'est une maison de plusieurs millions de personnes. Et toutes ces personnes-là, ils y vivent quelque part et d'une certaine manière. C'est en même temps la maison de l'aborigène et en même temps ceux qui sont venus plus tard. Mais ce sont les gens, même s'ils ne sont pas origines, pour eux, c'est aussi leur maison.
Et nous, alors, avec le point de vue social et socioculturel, on comprend très très bien que l'Arctique, c'est pas que les glaces et les ours blancs, mais en même temps une partie, une activité socioculturelle très importante. Une grande partie du territoire d'Arctique, ce sont les carrefours de culture où les gens ont vécu depuis des centenaires et millénaires, même plus tôt qu'en Europe, parce que les artefacts archéologiques nous en parlent. Au nord, ce n'était pas un désert, euh, à part les îles très, très, très éloignées, qui ont été difficilement accessibles, mais sur tous les territoires du nord, il y avait toujours les habitations des gens. Ça nous montre encore une fois que l'Arctique, c'est jamais été le désert, mais une zone d'habitation. Et à propos de ceux qui vivent à l'Arctique, ce sont les objets d'études des gens, alors, des scientifiques arctiques socio-humanitaires. C'est une discipline régionale, comme les différents, comme les Africains ou les Asiatiques. Et l'objet de cette recherche, ce sont les gens qui vivent au nord, qui est en Arctique, et on les étudie de tout point de vue, de tout aspect de leur vie, par le méthode de différentes sciences. À propos, avant, ça se faisait du point de vue économique, géographique, ou bien du point de vue ethnique, avec une approche très coloniale qui faisait les aborigènes, les étrangers. Aujourd'hui, c'est pas pareil. Aujourd'hui, nous sommes à l'étude de tous les habitants du Nord, des Arctiques, et les aborigènes, et de même façon, ceux qui sont venus assez récemment, et même si les dernières décennies pour gagner leur vie. Et ça, c'est la principale différence. Nous, nous sommes vraiment très largement compris que ce qu'est l'Arctique. On l'inclut et le nord russe, et les Sibéries, et l'Est et Alaska. Et c'est pour ça que le ministère en Russie, il commence il s'appelle le ministère à l'étude de l'Est et l'Arctique. On y inclut les territoires étrangers aussi et les territoires à côté, parce que c'est difficile à mettre les frontières qui soient à côté de l'Arctique, parce que c'est difficile à mettre l'Arctique et non-Arctique. Alors, on utilise l'approche multidisciplinaire. On utilisait sociologie, anthropologie, et linguistique, les géographies, les sciences politiques et économiques, et bien évidemment, tout ce qui sont les sciences naturelles. Et ce qui est encore un super important, on analyse tout ce qui se passe avec les gens dans le dynamique. Justement, on observe comment ça change. Parce qu'il est inutile d'analyser l'image stagnant. C'est beaucoup plus intéressant de faire ça d'une manière dynamique et d'approche dynamique avec tous les aspects de leur vie. Et pour clôturer mon présentation, j'aimerais bien parler des problèmes principaux. Ce sont les problèmes qui sont les plus importants pour l'Arctique. Évidemment, c'est le changement climatique d'aujourd'hui. Bien sûr qu'on le sait que le climat se change. Il change avec une vitesse importante, mais dans l'Arctique, on le ressent avec une manière très, très importante. L'Arctique, il se réchauffe beaucoup plus que la planète en entier, ce qui apporte à l'humanité et l'utilité, mais en même temps, ça peut nuire aussi et nous donner le nouveau challenge. Évidemment,
Le problème de communication de les personnes de la population avec l'Arctique, c'est important aussi. Aujourd'hui, ce sont les questions de politique internationale. C'est un deuxième problème. Donc, la pandémie et la dernière année nous a apporté plein de choses. Et pendant très, très longtemps, l'Arctique a été une région, quasiment le seul lieu dans lequel l'intérêt de toutes les populations et toutes les nations ont été communs et dans lesquels on a prouvé communiquer et collaborer d'une manière très, très positive. Aujourd'hui, on comprend que l'Arctique, aujourd'hui, inclut dans les procès globaux, et ce que, bien sûr, les dernières années, on nous ont apporté beaucoup de déceptions. Et l'avenir de l'Arctique dans le contexte de relations internationales, c'est une deuxième grand problème et un énorme challenge. Aussi, la difficulté de la vie quotidienne de l'Arctique. Bien évidemment que c'est un lieu pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui sont les plus forts d'esprit et du corps. Et on comprend que à partir du moment comment doit-on faire construire la vie en Arctique et comment elle est Арктика distinct par rapport à la vie quotidienne à partout ailleurs, il faut comprendre. L'Arctique, elle donne les positifs et les négatifs pour toutes les populations. Ça peut être un problème et ça peut être une solution à la fois. Et la dernière chose que je voudrais vous dire, et la dernière chose qui nous nourrit nos recherches, l'Arctique, c'est une région assez dure, mais en même temps très fragile. Autant que la population, on peut très facilement le détruire d'une manière incontournable et la perdre. Et c'est pour ça que, pour éviter ça, on vous en parle, on fait les recherches dans toutes les régions arctiques différentes qui nous donnent la possibilité d'espérer que l'Arctique nous donnera l'avenir à la fois. Pour finaliser mon discours, j'aimerais bien vous montrer l'illustration de l'idée reçue sur l'Arctique. Elle est elle est avec une petite prétention à propos, c'est comme si c'était la dernière morceau de glace et le pauvre ours là-dessus, mais ce n'est pas forcément comme ça, mais les ours, ça dépend des gens et il faut que les gens apprennent à vivre avec tous les habitants et pour que ce soit bien pour tout le monde. Dans notre école supérieure d'économie, on fait beaucoup de recherches dans les différentes régions arctiques. Ça, c'est une photo de l'archipel de Spitsbergen. Et ça, c'est la République Komi, au nord de la Russie. Et quand on connaît la différence, les habitants, les cultures des habitants de l'Arctique, on peut vraiment comprendre ce que c'est l'Arctique. Je vous remercie beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir de parler devant vous. Adrien, je vous remercie beaucoup pour ce sujet, c'est très intéressant. On va proposer la parole à la salle et si vous avez une question, je vous rappelle, c'est un anthropologue et linguiste. Il étudie les différents peuples de l'Arctique. Est-ce que vous voulez poser des questions? Si vous voulez. Oui. Excusez-moi, Adriane, je vous remercie. C'est pour la première fois aussi avec beaucoup de courage appris. Je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Je suis venue de l'Est et j'ai été au Tchoukotka. C'est une très jolie région et j'aimerais bien un peu rajouter pour les habitants de la France que vous sachiez les choses à propos de ce qu'il a raconté. Moi, j'ai vécu au l'Est lointaine et vous avez un hectare et on nous donne un hectare de terre absolument gratuitement. On peut construire la maison ou la propriété ou une ferme. Tu peux faire ce que tu veux, le complexe touristique en Arctique.
et un article à propos. Un article, c'est possible. Donc, de la même façon comme à l'Est, lointaine. Donc, à ce propos-là, j'avais trouvé l'information pendant que je regardais votre présentation. Tous les ans, on crée les expéditions de 14 jours pour n'importe quelle personne habitant la Russie qui peut faire l'expédition et l'aider à la construction ou nettoyage. Et si tu veux, tu peux remplir une demande et tu peux y partir juste pour 14 ans, pour juillet par exemple. Et il y a une possibilité, si vous voulez, vous pouvez venir. J'aimerais bien vous dire qu'on est vraiment ravis de vous voir, mais bon, et je vais absolument transmettre toutes les informations à tous ceux. Pour moi, autant que l'habitant de l'Est, c'était très intéressant à écouter. Et moi, je vais rajouter mon côté, c'est grâce à la Société géographique russe, elle fait le travail très, très remarquable. Il y a un projet de l'Arctique nettoyé. Effectivement, le nettoyage, c'est une affaire très, très de l'honneur. Et il y en a beaucoup de programmes avec lesquels on peut venir avec l'Arctique. Ça peut être le volontariat et l'expédition et le scientifique ou pratique. On fait ça à la base de l'université. L'Arctique, c'est un territoire sur lequel vous pouvez vous développer. Merci beaucoup, Andrea. Merci pour les deux. Vraiment. On est compatriotes parce qu'on vient de la même région aussi. On va parler de chaque région. On a beaucoup de régions, on va parler et donc notre conversation va être longue. Est-ce que vous avez des questions? Пожалуйста. S'il vous plaît. Allez-y. Хорошо, переводчик. En français? Oui. Allez-y. Oui. Merci. Bonsoir, monsieur. Et je voulais vous demander, avec la fonte des glaces, est-ce qu'il y a eu des découvertes de nouvelles espèces ou animaux, ou des vestiges de peut-être de civilisations extrêmement anciennes? C'est une question à l'anthropologue que je pose. Merci. Спасибо. Переведу на всякий случай или не надо? Я все понял. Да. Merci beaucoup. Alors, c'est une excellente question. Les anthropologues font beaucoup de travail à propos de différenciation de culture. On ne découvre pas le nouveau espèce biologique, mais à ce propos-là, je peux vous dire qu'il existe les représentants de sciences naturelles. Ils font beaucoup quand même de découvertes importantes. Mais ce qui est important, ce qu'on peut découvrir dans les cultures d'habitation de pétanque du Nord, leur absolument remarquable capacité d'adaptation avec les conditions difficiles qu'on ne peut pas avoir nulle part ailleurs, à part Antarctide. Et sur plusieurs centaines de millénaires, les habitants du Nord ont les stratégies différentes d'adaptation pour le Nord. Une capacité de transport, utilisation de tous les éléments qu'il existe dans la situation quand tu es face à une nature arctique. Et ça, c'est une absolument remarquable histoire. Et tous ceux qui font certes, alors pour eux, ce sont les animaux qui sont la base de leur vie. Et ils utilisent ces animaux entièrement. Alors, on ne peut pas trouver une manière plus rationnelle que l'utilisation. C'est une consommation trop rationnelle qui n'existe pas nulle part ailleurs. Et non, on aimerait bien d'apprendre cette façon de faire de leur part. J'ai une question aussi. Alors, Adrien, en tant que linguiste, pouvez-vous me dire quelles sont les langues parlées en Arctique et d'où viennent ces langues? C'est pas le nom de langue qui m'intéresse, mais l'origine de cette langue. Et comment ça se fait que les gens on parle différentes langues? C'est une excellente question, c'est une illustration que les gens en Arctique ne restent pas sur leur place et sont actifs dans leur communication et déplacement.
Il y en a plusieurs familles de langues qui sont représentées en Arctique. Il y a certaines qui parlent sur les langues de groupe turc. C'est une langue de Yakoutie. La République Saha, ça c'est une origine turque et qui est proche de kazakh et la langue de turc. Et ici, il y a une famille finnois, ougor. Donc, finnois, l'estonien, elle parle ces langues-là et tout ce qui est partie l'Europe du Nord. Certains parlent des langues très spécifiques de cette région, inuit. Par exemple, ce sont les Esquimaux qui vivent autour de tout le pôle Nord et en Russie, aux États-Unis et au Groenland. Ça, c'est une diversification linguistique très importante et culturelle, mais il est inattendu. Ils sont pas très très bien étudiés, mais on essaie de voir, on essaie d'étudier encore mieux. Monsieur, ça sera après, après, ça sera vous. Merci. Здравствуйте. У меня очень конкретный вопрос. Какова динамика? Bonjour, j'ai une question. Quelle est la dynamique du nombre des populations, des autochtones ces 10 dernières années? Il y a une dynamique positive ou est-ce que le nombre d'habitants diminue? Merci beaucoup pour la question qui est très importante et qui inquiète. Il y a eu les résultats du recensement de la population russe. Je parle actuellement de l'Arctique russe, mais il y a d'autres régions aussi qui montrent la même chose. Cela montre que le nombre de personnes autochtones en Arctique diminue, d'habitants autochtones. Ce n'est pas de bonnes statistiques et on voudrait diminuer, on voudrait changer cela parce que bon, la jeunesse préfère partir en ville de plus en plus, mais euh, quand même, beaucoup de personnes préfèrent, choisissent de rester et de développer leur propre culture. Cela donne de l'espoir. Mais comme je l'ai dit, c'est une tendance qu'on observe partout, pas seulement en Arctique. Ce n'est pas très bien, mais j'espère sincèrement qu'on pourra changer cela. Ah bon? Добрый вечер. Bonsoir Antoine. Ma question est géopolitique. Parce que vous êtes anthropologue et vous êtes exprimé en disant que la géopolitique est un peu secondaire. Et connaissant bien l'Arctique et suivant la situation, surtout du côté de la Russie, à l'époque c'était l'Union soviétique, et vous savez que les États-Unis s'intéressent depuis 1896, ou je sais pas, je dis un peu, ben, ils s'intéressent à l'Arctique, ils s'intéressent un peu dans tout ce secteur où ils ont laissé un peu tomber. Et là, ça revient. J'ai vu qu'ils revenaient un peu à la charge au niveau de l'Arctique. Et qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y aura des bouleversements? Est-ce que le gouvernement russe prend en compte ce fait-là? Parce que, comme vous venez de dire, c'est secondaire. Mais pour moi, bon, à mon avis, ça devrait être prioritaire pour les habitants de l'Arctique, comme il est dit, parce qu'il y a la vie. Et j'avais jamais entendu bon, le commentaire, ce que avait dit, la conférence est magnifique, parce que j'ai appris beaucoup de choses en même temps sur l'Arctique, sur les habitants, sur l'économie aussi, parce qu'on n'en parle pas tellement de ça. On parle surtout d'autre chose, mais ma question est géopolitique. Merci et bonne continuation. Нужно ли переводить? Я все понял, спасибо большое. А мой французский... J'ai tout compris, merci. Mon français est suffisant pour cela. Alors, je vais me permettre de répondre brièvement. C'est une question sérieuse et importante à laquelle il n'est pas possible de répondre même en 10 livres, en 100 livres. Mais je vais exprimer mon point de vue. Très souvent, euh, il y a des chercheurs les chercheurs s'appuient sur le fait, sur ce qui se passe en haut lieu, au niveau des gouvernements, des relations internationales, à ces niveaux importants, à ces décisions qui sont prises dans des capitales, à Paris, à Moscou, à Oslo, à Washington, etc. Et
très souvent, et c'est ce qu'on sait, très souvent, les gens qui prennent ces décisions connaissent pas vraiment, ne savent pas vraiment comment ça se passe dans ces régions arctiques. Et on voudrait que le point de vue des populations de l'Arctique, à leur niveau, au niveau de leur vie quotidienne, on voudrait que leur voix soit entendue, la voix des populations, parce que bien sûr, l'Arctique, la vie en Arctique est sévère et difficile. Et en Arctique, il n'est pas possible de survivre si tu n'aides pas tes voisins, tes amis, tes proches. C'est partout pareil sur Terre, mais c'est surtout vrai en Arctique. C'est surtout très important pour là-bas, pour cette région. Et les habitants de l'Arctique, d'habitude, ne pensent pas à ce haut niveau, ces hautes sphères politiques, à ce qui se passe dans d'autres régions du monde. Les peuples de l'Arctique s'entraident à leur niveau. Et cela, c'est ce qui différencie l'Arctique de beaucoup d'autres régions. Et euh, ces dernières années, ce que je vois, c'est que je vois des témoignages qui nous montrent que malheureusement, ces décisions prises dans les hautes sphères se révèlent pour ce peuple, pour ces gens, ces populations, se révèlent décisives pour ces populations. Et on ne voudrait pas ça parce que ces relations humaines entre voisins, entre amis, cette entraide dans cette région difficile, dure, c'est ça qui est le plus important. Et c'est pour ça, évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont consacrées à toutes les régions de Russie, mais je vais toujours parler de cet aspect unique de l'Arctique. Les relations humaines sont beaucoup plus importantes ici que beaucoup de décisions politiques qui se passent ailleurs dans d'autres endroits du monde. Merci Adrien, merci pour ces mots. Et je voudrais aussi poser une question, deux questions en fait. Premièrement, sur quoi travaillez-vous actuellement? Sur quel aspect? Quel thème? Et deuxièmement, parlez-nous de ce qui vous est arrivé d'extraordinaire lors d'une de vos expéditions en Arctique. Qu'est-ce que vous avez vu d'extraordinaire? Peut-être que vous pourrez nous étonner. Merci infiniment pour votre question. Et maintenant, je me concentre sur mes études de la vie des gens dans les villes industrielles, Komi, la République de Carélie, l'oblast de Mourmansk, la Kamtchatka, la Yakoutie, Spitsberg, Svalbard. Je voudrais voir comment vivent les gens autour de ces centres industriels. Quelle est la vie quotidienne de ces gens-là où il y a une usine, un complexe industriel, où il y a des émissions, où on extrait des métaux, des minerais de fer. Comment les gens y vivent? Comment ils bâtissent leur stratégie de vie? Et c'est mon centre d'intérêt actuellement. Et je fais beaucoup d'expositions différentes et ces expéditions visitent alors différentes régions de l'Arctique. Mais mes collègues s'occupent de beaucoup d'autres choses, bien sûr. Si on se souvient de l'histoire, peut-être l'histoire la plus intéressante m'est arrivée une fois. Alors, je suis totalement pacifiste. Je n'ai jamais tenu une arme dans mes mains, entre mes mains, jusqu'au jour où je me suis retrouvée sur l'archipel Svalbard, où j'ai commencé une expédition. Et là, c'est une région où il y a des ours polaires. Et donc, il y a une loi qui oblige à porter toujours un fusil pour pouvoir se protéger en cas de besoin. Et cela change ta compréhension beaucoup. Quand tu marches et tu as un fusil, mais tu sais que probablement tu vas pas tirer, mais tu sais que c'est un autre endroit, une autre région où il y a des dangers pareils. Donc tu peux rencontrer un ours polaire qui n'est pas uniquement, ce n'est pas du tout un bisounours, hein. Et vraiment, il peut sortir de quelque part, d'un
de derrière un rocher. Et évidemment, ça change ta compréhension. Concernant Svalbard, je peux consacrer toute une conférence à cela. Et c'est un endroit que je connais bien, qui a joué un grand rôle dans mon destin. Et peut-être que je vous en parlerai un jour. Merci. Alors, je vous propose de continuer à parler de l'archipel une autre fois. Si on n'a pas d'autres questions, on va remercier Adrien. Et je voudrais dire ceci. Ah, une autre question. Bonsoir, merci beaucoup pour votre conférence. Alors, j'ai une question au niveau de la population et de leur évolution. Je voudrais savoir si la population a beaucoup changé. Si je prends l'exemple des évêques, des nénettes, par exemple, sont très nombreux. Et je sais qu'ils existent toujours, mais il y avait d'autres populations qui étaient pas nombreux. Est-ce qu'il y en a qui sont éteintes ou pas? Et je voudrais savoir, est-ce que vous connaissez le pourcentage de, de personnes qui vivent encore de manière traditionnelle? Et aussi, est-ce que vous faites quelque chose pour les aider à préserver leur culture? Да, спасибо большое. Merci beaucoup. Alors, j'ai déjà répondu partiellement à cette question. Bien sûr, on comprend malheureusement qu'actuellement, le nombre de personnes autochtones qui mènent un mode de vie traditionnel diminue parce qu'actuellement, il y a une globalisation au niveau du monde, hein. C'est un processus mondial, universel. Et bien sûr, nous comprenons que il y a un siècle, il y a 2 siècles, les peuples autochtones étaient beaucoup plus nombreux que maintenant. Vous avez raison, mais cela n'est pas quelque chose de spécifique pour l'Arctique. Bien sûr, en effet, dans le monde entier, le nombre, le volume de ces cultures, cette vie traditionnelle diminue. Ça, c'est vrai pour l'Afrique, pour l'Asie, pour l'Amérique, pour toutes les régions. Et l'Arctique n'est pas une exception ici. Mais nous savons que certaines populations conservent leur culture traditionnelle, leur mode de vie traditionnel beaucoup mieux que d'autres. Et il y a une explication simple à ça. Si les gens sont motivés à continuer à faire ce qu'avaient fait leurs aïeux il y a quelques siècles, si vraiment ils veulent le faire, continuer à le faire, leur culture, leur mode traditionnel vont se conserver, bien se conserver, comme les nénettes dont vous avez parlé. Les nénettes qui, pendant plusieurs années, ont le même nombre, pratiquent l'élevage de rennes et les Yakoutes, par exemple, dont le nombre augmente même. Donc ces choses, on les observe en dynamique, comment ça se développe. Et même si le nombre de certains groupes autochtones diminue, beaucoup d'entre eux restent stables et même leur nombre augmente. Donc le plus important, c'est de conserver la motivation des gens, le désir de continuer à vivre la même vie que leurs aïeux. Et dans ce cas, la globalisation n'est pas très dangereuse. Est-ce que quelque chose est fait pour protéger cette culture, conserver cette culture? Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises? Oui, c'est une des questions clés. Bien sûr, quelque chose est fait. Et tous les États arctiques le font. La Scandinavie le fait, la Russie le fait aussi pour les peuples autochtones de l'Arctique. La même chose se passe au Canada, en Amérique, au Groenland, mais ce n'est pas toujours suffisant parce que tout simplement, les gens voudraient mener une même vie
civilisés, économiquement développés, vivre dans des grandes villes. Mais comment? Dans une grande ville, tu peux conserver la culture traditionnelle, la langue traditionnelle. C'est un dilemme éternel qui existe. Et bien sûr, on peut investir beaucoup de ressources dans la conservation de la culture, mais tant que les gens ne voudront pas eux-mêmes développer leur culture, tout cela ne pourra pas vraiment aider. Et je suis ravie de dire que dans beaucoup de communautés, beaucoup de peuples, vraiment, effectivement, comprennent, sentent, ressentent ce désir nouveau de conserver leur culture, de mener cette vie traditionnelle. Tout dépend du désir des peuples eux-mêmes. Merci, Adrien. Un grand merci de votre intervention, de vos réponses. Avant de vous quitter, je voudrais dire que je sais que vous jouez à ce jeu où, quand, comment, et notre association organise ces jeux géographiques à Paris, en France. Donc, nous vous invitons à ces jeux quand vous pourrez venir et on va vous demander de poser cette question aux jeunes connaisseurs, cette question sur les peuples de l'Arctique. Merci à vous, merci à vous, merci. Ça a été un plaisir pour moi. Chers amis, nous passons à l'intervenant suivant et au dernier intervenant, c'est Alexandre Sabourov, directeur de l'Institut de développement stratégique du développement de l'Arctique, de la région arctique de Lomonosov, de l'Université arctique de Lomonosov. Il pilote le projet des expéditions de l'Université flottante arctique. Il va nous parler de ces expéditions. Alexandre, est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour, bonsoir. Nous vous entendons aussi bien. Et je vais lancer ma présentation. Est-ce que vous voyez la présentation? Merci. Oui. Chers collègues, encore une fois, bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir ici, de vous saluer du nord de la Russie, de la ville d'Arkhangelsk, qui est située au bord de la mer Blanche, près du cercle polaire. Bientôt, on va démarrer la saison des nuits blanches lorsque le soleil ne se couche pratiquement pas. Alors, je représente l'université fédérale nordique arctique. Et je vais parler des recherches que nous faisons lors de nos expéditions qui sont organisées par notre université. Cela s'appelle Université flottante arctique. Adrien a très bien parlé des recherches anthropologiques sur les populations de l'Arctique et moi, je vous propose d'aller plus loin, d'aller vers le nord, plus au nord, vers l'Arctique classique, plus habituel, et parler de ce qu'étudient les scientifiques, ce qu'on étudie dans ces régions où il n'y a pas de personnes qui habitent constamment. Et pourquoi cette région est très intéressante et importante pour la science. Tout d'abord, je voudrais vous parler de ces expéditions, comment elles sont organisées. L'université flottante, c'est une expédition scientifique et éducative. Depuis 2012, donc, nous avons organisé donc des expéditions à bord d'un navire de recherche. Vous voyez, le professeur Molchanov, c'est un navire météorologique, Rosgidromet, et ces expéditions se passent tous les ans en été, c'est souvent fin juin, début juillet. On part d'Arkhangelsk et ça dure 4 semaines. Et donc, on travaille dans la mer de Barents, dans la mer Blanche, dans la mer de Karsk, dans les archipels, évidemment Terre-Neuve. Vous voyez sur cette carte.
Donc c'est méridional, du sud vers le nord, l'archipel de François-Joseph, c'est aussi le territoire russe et c'est l'archipel Spitzberg. И всего в каждый рейс выходит обычно около 55 человек, членов экспедиции, не считая членов экипажа, и большая часть, конечно, из них ученые, аспиранты, студенты, но также, конечно, есть и инспектора Национального парка Русская Арктика, которые охраняют членов экспедиции от белых медведей, и другую крупную qui protège les ours blancs au poste de membres d'expédition parce que tous les territoires de notre travail, c'est les territoires particuliers. En bas, vous voyez le logo de nos partenaires et sponsors. Encore un remerciement de notre part à notre partenaire, la Société géographique russe, qui nous soutient sur les expéditions depuis 2012. Et nos autres partenaires de l'organisation, parce que c'est un projet très cher, il y a le bateau, et c'est une question d'un financement très important, parce que seule l'université ne peut pas se le permettre. Один университет, он не может себе позволить и такую качественную разнообразную программу. L'université ne peut pas se permettre un programme de recherche aussi qualitatif. Donc, c'est pour ça que je vous mets votre attention. On travaille avec certains VUS, certaines universités, et avant le Covid, et même aussi après. Et les expéditions ont été reçues par les étudiants et par les aspirants de l'étranger. On espère vraiment que cette pratique va retourner. À ce propos, quelques mots pourquoi c'est important de faire les expositions et les recherches. Adrien, il a déjà parlé des problèmes très importants d'aujourd'hui. Premièrement, ce sont les changements climatiques de l'Arctique et à propos, on les ressent d'une manière assez forte. Pour nous, c'est important de point de vue d'influence sur l'écosystème. Bien sûr, on voit d'une manière on voit le réchauffement parce que la majorité de ce France, c'est une surface marine et bien sûr les animaux qui dépendent de ce réchauffement. Par exemple, l'ours blanc, évidemment, qui fait sa chasse par les sauts de glace et les baleines. Et sur la surface de glace, c'est une possibilité de raccourcir son terrain de chasse. Et ben, ça concerne aussi les plancton, les animaux les plus petits. Et les changements sont tellement importants. Il faut surveiller cette situation. Et quand on les surveille devant cette situation, on voit les changements majeurs. Et bien évidemment, côté terrestre, depuis l'année 80 du siècle dernier, alors la partie terrestre et la masse de verdure est augmentée de 30%. Ça se passe différemment dans les différents coins, mais le changement est vraiment visible. Pour le gens, pour l'être humain, c'est important qu'il existe dégradation des glaces éternelles qui ne sont pas fondues depuis des années et commencent à fondre là maintenant durant les périodes estivales. Certaines villes sont été construites sur les terres glacées, celles qui par exemple Norilsk, avec beaucoup de population et les objets d'infrastructure qui sont sur la terre glacée. Et effectivement, c'est une question très importante et pas de point de vue climat, non, mais aussi de l'activité économique de la population.
Alors, quelques mots à propos de changement et quelles sont les recherches de changement climatique par notre université. Alors, bien évidemment, exposition marine, c'est une possibilité extraordinaire de voir ce qui se passe avec l'océan et avec les masses de l'eau. Et bien évidemment, dans l'exposition, on peut rassembler les données qui peuvent nous permettre de prédire les régimes météorologiques. Comment peut-on faire? Avec l'océan, on peut le faire encore davantage, mais comment peut-on faire avec une surface d'eau aussi importante? Et il n'y a pas de possibilité d'ouvrir les stations pour faire les recherches permanentes. Donc, c'est pour ça nous avons inventé une méthode de mesure sur les différents points. Comme vous voyez sur l'image qui est à côté gauche, ce sont les points de mesure standard qui sont les étalons pour qu'on puisse tous les ans faire la recherche et les mesures dans ces points, les paramètres principaux, la température, pour mettre les quantités de données et à la base d'analyse de ces données, faire les pronostics, qu'est-ce qui se passe avec la région, telle région. Sur chaque point de recherche de station écologique, on prend les mesures sur les stations comme vous voyez sur les images. Par exemple, c'est une construction métallique, on l'appelle Rosetta. C'est un instrument le plus important. Vous la voyez en grand au milieu et surtout sur le bateau aussi. Vous en avez les sondes avec les mesures pour prendre les mesures de données de masse ou hauteur. Et vous avez les instruments qui vous permettent de prendre les mesures d'une manière automatique sur une profondeur assez importante et qui fixe les mesures et en faisant en prenant les mesures dans les différentes stations en même temps qui vont donner la base de données assez importante qui nous permet d'analyser tout ce qui se passe durant les temps. Par exemple, ici, vous voyez, d'une manière graphique, vous allez voir les données qu'on puisse voir qui sont rassemblées sur chaque station. Et là, vous en avez la possibilité de voir les résultats d'une station réelle, 16 points sur lesquels on prend les mesures. Et dans la partie droite, vous avez les images graphiques de changement de ces mesures. Et on voit que dans chaque profondeur, à chaque point, les données qui nous permettent d'avoir l'image globale de la situation. Par exemple, vous avez l'image sur les questions de température, par exemple, là en haut de l'image, on voit les différentes couches qui nous donnent les différentes températures à différents points. Et cette partie centrale rouge, ça c'est une partie les plus chaudes. Pourquoi c'est important pour nous? Car les eaux chaudes atlantiques qui se dispersent beaucoup et qui vont jusqu'à l'Arctique, jusqu'à l'archipel de Spitzberg, dans le mesure de courant nord-atlantique. Et ça nous permet de voir à quel point les eaux de nord-atlantique sont actives, pourquoi elles sont chaudes, à quel point elles sont salées, ce qui donne les nuances de changement climatique et qui permettent de surveiller ces changements. Toutes les expéditions qui font dans les régions, ils vont rajouter les informations dans les bases de données globaux et qui permettent aux scientifiques d'analyser et essayer trouver les pronostics de la région et les mesures à lesquelles ils peuvent voir les changements des eaux. Comme je vous ai parlé, il y a une grande influence
sur le changement, le changement se passe sur les biodiversités. Donc, on surveille qu'est-ce qui se passe avec les animaux qui habitent l'Arctique. Avec les collègues de l'Institut de la science, donc ils font analyser l'état de colonies des oiseaux qui ils font des nids et comme vous le savez déjà peut-être, beaucoup d'oiseaux migrateurs, ils vont passer la période estivale en Arctique. Il y en a beaucoup des oiseaux du style. Vous avez peut-être vu le film français qui parle d'un fils d'ornithologue qui a essayé de voir les lieux de nid des oiseaux assez importants dans la Norvège. Et on observe une grande quantité des oiseaux migrateurs dans ces régions-là. Les oiseaux sont très importants composants de l'écosystème d'Arctique parce que il y a la quantité des oiseaux, il y a leur nombre et l'état de colonie. Ça dépend de nourriture qu'ils peuvent trouver. Donc, ça parle de flora, de faune, et tout ça dépend fortement de l'état de milieu d'habitation. Et c'est pour ça que quand on observe les oiseaux et même les ours, on peut surveiller les modifications, les changements qu'on voit dans l'Arctique. De ce point de vue, la Terre nouvelle, il est très représentatif car de sa destination du sud au nord, on peut vraiment visualiser les changements. Point de vue méridional, la quantité et qualité, l'expansion des oiseaux du sud au nord vers la zone des déserts polaires. Et ici, d'un point de vue très actif, on voit les oiseaux que vous voyez sur la partie gauche, comment ils se dispersent dans ces territoires. Et alors, nous, on voit aussi les autres types d'oiseaux qui peuvent varier dans leur placement, qui ça permet de parler d'un changement de faune arctique de cette région. Et la partie la plus intéressante de ces recherches qui se font dans notre université, ça c'est les recherches de microbiologie et la circulation de microbiologie. Ça c'est plus intéressant pour nos chercheurs parce qu'aujourd'hui on a très très peu de données à propos de l'organisme qui habite ce territoire et comment il se disperse. Et aujourd'hui, les scientifiques dans le domaine de médecine expérimentale, ils voient le potentiel dans les organismes, de micro-organismes arctiques qui sont très peu étudiés, qui peuvent être en même temps utilisés dans une production médicale et ben aussi dans la production de papier. Et il y a une certaine bactéries qui sont été trouvées là-bas qui peuvent fonctionner avec la production de papier avec des températures extra basses. Là, c'est pour un petit peu vous distraire. Je vous mets les photos d'expédition de 2017. Ça, c'est la Terre de France aussi, Joseph. Et vous avez les habitants traditionnels de ces terres-là. Et là, l'aspect deuxième qui nous intéresse davantage, ça c'est aspect de... Alors, puisque le volume de transport marin augmente, la pollution est importante. Donc, on transfère ici le gaz, les ressources tous ces chemins, ils vont passer avec les autres latitudes.
Ici, on fait un énorme volume de pêche et c'est important de savoir comment ça se influence sur la pollution, comment ça pollue. Et une autre recherche qui est importante, alors donc ce qu'on recherche, c'est vraiment la pollution par le plastique et microplastique. Donc, malgré ce que l'Arctique, c'est une région très lointaine, ici, on a trouvé une grande quantité de pollution marine, même assez impressionnant, même par rapport à les grandes villes et grands lieux d'habitation des gens. Et certains scientifiques parlent de la mer Barentsev. Ça, c'est une 6e tâche de pollution. Et la compréhension comment cette pollution apparaît, ça, c'est une importante destination de recherche de notre université. Pourquoi je vous ai parlé de 6e tâche de pollution? Parce que les spécialistes en disent que la plupart de plastiques qui se cumulent sur les côtes de terre, c'est pas la production de ce qui se passe à côté, mais ce qui se ramène grâce à les terres qui viennent de loin, grâce à la mer qui vient de loin, qui tombent des bateaux différents. Et ces différentes typologies de pollution, il y a la pollution plastique et aussi les emballages, comme les cartons et les bois. Et avec toutes les données qu'on puisse avoir assez rapidement, il est sûr que la pollution plastique a la géographie très très large, qui vient de la Russie effectivement, mais de partie Europe aussi. Et si vous voulez parler de chiffres, pour confirmer mes observations par le chiffre, je peux vous dire que sur un 100 mètres de plage, c'est un plage classique où on surveille la pollution, on va trouver 270 000 différents objets qui ne doivent pas être là. Encore une autre destination de recherche très actuelle, c'est une étude d'hydroplastique. C'est une recherche qui se passe depuis 2017. Ce sont les microplastiques, on ne les voit pas de l'œil nu, mais on l'observe d'une autre manière, car sur les observations de spécialistes, le problème c'est qu'ils peuvent être ingérés par tout le monde, ils peuvent être ingérés par les animaux, par l'être humain, via poissons, via les animaux. Et évidemment qu'elle peut transporter aussi les éléments très toxiques. Donc, il n'y a pas de conclusion unique de la part de scientifiques. Est-ce que c'est vraiment toxique ou pas? Mais on observe avec beaucoup d'attention et on fait beaucoup de recherches à ce propos-là. Et à la fin, en ce qui concerne de la pollution, l'Arctique représente un lieu intéressant de recherche car c'est très lointain de tous les objets de production industrielle, mais grâce à cette région, on peut observer comment, par la voie aérienne, on peut aussi polluer. Et la pollution vient de différentes régions autres que l'Arctique. Alors, nos collègues chercheurs font les mesures sur la neige, sur l'air, et réellement, on trouve très différents éléments. C'est pas les quantités importantes, pas vraiment très concentrées, mais ce sont les éléments qui peuvent être apportés par les voies
aérien par le vent. Alors, pas forcément que par le vent et air, mais par les oiseaux aussi également, car ils viennent ici pour faire leur nid, pour faire leur petit. Ici, la porte, ici l'oiseau. Par exemple, en hiver, elle a passé son hiver sur les terres agricoles qui sont été traitées avec les pesticides ou les autres engrais organiques. Ce sont les éléments que les oiseaux peuvent ramener vers l'Arctique et c'est important de savoir du point de vue scientifique. Et c'est un problème assez important. Et pour ajouter on peut remarquer que dans les expéditions, vous avez les places pour ceux qui veulent étudier l'être humain. Et c'est une culture historique humaine, universelle. On avait различные базовые экспедиции к Северному полюсу, которые так многочисленны на земле Франца Иосифа. И, конечно, они представляют собой очень интересный объект для исследования. Bien sûr, c'est un objet très intéressant de recherche, intéressant pour les touristes. Et lors des expéditions, on mène des recherches intéressantes sur l'héritage historique et culturel, et cela permet de prendre en compte les sites de patrimoine culturel. Et l'année dernière, on a eu une grande joie pour notre expédition, c'est la découverte et l'évacuation dans le nord de la Terre-Neuve, 78e degré de latitude nord, un navire datant de la fin du XVIIe siècle qui a été découvert sur le territoire russe. Donc, on a découvert ce navire de pêcheurs du XVIIe. Et donc, ces trouvailles ont une importance capitale pour l'étude de la façon dont l'Arctique a été exploré, quelles étaient les spécificités de ces navires qui étaient utilisés et beaucoup d'autres questions intéressantes. Alors, je vais parler brièvement de ces programmes, de nos expéditions. Il y a une composante éducative très importante. Il n'y a pas que des scientifiques qui y prennent part, mais aussi des étudiants, des doctorants qui sont sélectionnés pour travailler sur tel ou tel projet scientifique. Donc, ils étudient vraiment comment travailler avec l'équipement. Ils font des publications scientifiques, interviennent dans des conférences scientifiques et acquièrent des compétences pratiques en matière de recherche, comment se conduire de manière sûre une fois sur place, comment se conduire, comment utiliser les équipements, comment se conduire face à un danger, etc. Et comment se conduire lors des descentes, parce que évidemment, souvent, une aide médicale se trouve à des milliers de kilomètres et c'est des aspects importants que doivent connaître les étudiants, les doctorants, justement lors de ces expéditions. Et bien sûr, cette composante éducative est liée au fait qu'il faut populariser, vulgariser cela pour les étudiants, vulgariser l'étude de l'Arctique, augmenter le prestige scientifique de ces activités et nous voyons une grande demande de la part d'étudiants pour chaque expédition. Nous avons plus de 100 demandes ou même 200 demandes. Pour une place, il y a 7, 8 personnes, hein, 7, 8 candidats. Et voilà comment se passent ces descentes. Vous voyez, on embarque et comment ça se passe.
Alors évidemment, on leur donne des instructions concernant la sécurité, les exercices d'alerte, comment travailler avec l'équipement, comment se conduire de manière sûre lors des descentes. Et vous voyez une personne avec un fusil. Pour chaque groupe, il y a un homme avec un fusil pour protéger. Il faut un inspecteur, la participation d'un inspecteur qui, si nécessaire, peut assurer une protection si jamais on rencontre un ours polaire. Voilà. Et c'est sur cela que je voudrais terminer. Merci de votre attention. J'étais ravie de vous parler. Et maintenant, j'attends vos questions. Merci, Alexandre, de votre récit détaillé, intéressant sur votre organisme scientifique flottant. Et on a fait une visite à bord de votre avec vous dans votre projet. On a regardé les différentes professions. Alors, si vous avez des questions dans la salle, s'il vous plaît, vous êtes les bienvenus. Marina, j'ai une question. Est-ce que des étrangers, des étudiants étrangers, des doctorants, des scientifiques étrangers peuvent participer à vos expéditions? Merci pour votre question. Comme je vous l'ai déjà dit, jusqu'en 2019, c'était une pratique assez répandue. On a eu des projets intéressants de collaboration avec des instituts, des universités suisses, Université Polytechnique, Université de Genève. Un journaliste suisse très connu a été l'initiateur de ce programme et jusqu'en 2019, on a eu un grand nombre de personnes qui ont participé à cela et qui ont participé à des programmes éducatifs scientifiques. La COVID a changé beaucoup la donne au niveau de ces projets et à cause de ces restrictions qui ont été mises en œuvre. On n'a pas pu accepter de participants étrangers. Maintenant, ça revient petit à petit à la normale. Et cette année, je l'espère, au niveau de la Société de géographie russe, on a sélectionné des étrangers, des étudiants étrangers, étudiant dans des universités russes et on a 4 étudiants étrangers qui vont participer pleinement à l'expédition. Ils vont, j'espère que dans le futur, tout cela va normaliser au niveau international et on reverra de nouveau cette pratique. On reviendra à cette pratique. Une grande contribution à ces expéditions est apportée par ces participants. Et cela permet de détruire certains stéréotypes, non seulement concernant l'Arctique, mais aussi concernant la Russie. Cela permet de construire une communauté, une belle communauté d'étudiants qui, dans le futur, seront des spécialistes, des scientifiques dans leur domaine. Merci. D'autres questions? Marina? Спасибо. Да, давайте, madame d'abord, et puis merci beaucoup. Pardon. En français. Allez-y. Oui. Bonsoir, monsieur. En français, vous m'entendez? J'ai une question scientifique sur cette notion de réchauffement climatique par rapport aux glaciations qu'a connues la Terre, les changements voilà, de climat, de froid, de chaud qui sont inscrits sur des millénaires. Quelle est votre réflexion à ce sujet-là par rapport à cette fonte des glaces actuellement? Est-ce que c'est pas peut-être quelque chose qui est inscrit sur un cycle beaucoup plus long? Ça fond, puis ça gèle ailleurs, et puis c'est la vie de la Terre finalement, en dehors de l'empreinte humaine. C'est une question. Merci beaucoup. Я переведу. Александр, расскажите нам, пожалуйста, что вы думаете Alexandre, dites-nous ce que vous pensez du changement climatique, de la fonte des glaces qui se passe depuis des millénaires
Je traduis. Donc, est-ce que c'est une vie naturelle de la Terre? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit attendre? Que pensez-vous de cela? Partagez votre réflexion. Merci pour la question. Euh, Tout d'abord, je voudrais dire que je ne suis pas climatologue. Je réalise ces expéditions qui ont cette composante climatique et bien sûr, dans ce cas, je suis au courant de cette question. Je voudrais dire juste que au jour d'aujourd'hui, nous avons beaucoup de littérature scientifique et cela est très bien concentré sur les rapports du groupe international d'experts concernant donc les changements climatiques. C'est le GIEC, tout le monde connaît ce groupe, où sont accumulés un grand nombre de recherches scientifiques, de données scientifiques concernant cette question et qui proposent euh, une compréhension de ce qui se passe aujourd'hui. Malgré le fait que dans ces rapports, qui d'ailleurs sont reconnus par le gouvernement russe, par Rosgidromet, même si le rôle humain décisif, l'influence humaine décisive sur le changement climatique sur l'augmentation des températures moyennes sur Terre ces dernières décennies, même si cela est reconnu, mais ce processus n'est pas simple. Ce n'est pas quelque chose de linéaire. On voit ça au cours de nos expéditions. C'est quelque chose, c'est une espèce de dérèglement parce que nous voyons euh, des changements climatiques différents dans différentes régions de l'Arctique. Et si dans la partie européenne de l'Arctique, on observe un grand nom, une diminution importante de la glace et des périodes plus longues chaudes dans la partie orientale de l'Arctique, la Sibérie par exemple, dans différentes régions, on observe au contraire un refroidissement régional. Euh, et, euh, et donc, ici, euh, l'aspect le plus important, c'est que il ne faut pas euh, réfléchir sur ces processus de manière linéaire, mais en même temps, il faut comprendre que le climat change, c'est vrai, et a un rôle important dans ce processus, d'après ce que on peut en déduire, parce que le climat est un système très compliqué et un rôle important, d'après ce qu'on en sait, est joué par l'homme. On a une question. Bonjour et merci beaucoup, Monsieur Alexander, pour votre exposé. On apprend beaucoup. C'est une demande très simple. C'est savoir si en cette étude de l'université flottante, il y a comment dire, une recherche sur les plantes autochtones et aussi des plantes qui sont implantées, par exemple, enfin, dans l'environnement arctique. Voilà. C'est seulement ça. Merci beaucoup. C'est en recherche, en fait. Je vais te dire, спасибо большое за ваше выступление. Merci beaucoup pour votre intervention, votre question. Concernant l'activité de votre institut flottant, l'université flottante, sur le projet, étudiez-vous les cultures, les plantes qui traditionnellement étaient en Arctique historique et qui ont été transposées là-bas au cours du temps? Délimitez-vous ces types de plantes? Est-ce que vous avez des données sur cela? Merci beaucoup. On peut dire que la question sur l'étude de la flore, cela n'a pas été un axe régulier d'étude dans nos expéditions. Et cette année, cette expédition donc, qui est planifiée à partir du 23 juin, et peut-être pour la première fois, on va faire une étude
sur ces espèces invasives qui apparaissent en Arctique ces dernières années, ces dernières décennies, on peut dire, parce qu'on va comparer les données des années précédentes avec les études des années précédentes, et cela va être intéressant de voir quelles espèces de plantes sont typiques pour l'Arctique, non typiques, euh, et, euh, et que qu'est-ce qui peut être considéré comme un résultat des changements climatiques, qu'est-ce qui peut être considéré comme une anomalie accidentelle. Alors, on espère le voir. Concernant les oiseaux, donc on mène des recherches sur les oiseaux depuis longtemps et on montre une propagation d'oiseaux plutôt du sud vers le nord, mais c'est difficile d'en dire autant pour les plantes. Et ça ne concerne pas uniquement les plantes importantes, les oiseaux importants, mais c'est des espèces moins importantes, des écrevisses ou d'autres espèces zooplancton, insectes, etc. La spécificité des régions éloignées est que certaines études sur certaines espèces ont été faites il y a 100 ans, au début du XXe siècle, et on a très peu de données qui permettent de tirer des conclusions concernant la façon dont change telle ou telle spécificité de la flore ou de la faune. Merci. Bonjour, j'aimerais rebondir justement sur cette question pour vous demander, est-ce que vous étudiez finalement les dynamiques de colonisation en fait sur les terres qui apparaissent parce que la glace disparaît? De colonisation, pardon, aussi bien faunistique que floristique. Voilà. Да, вопрос, изучаете ли вы динамику колонизации как флоры, так и фауны в динамике, вот, эволюцию колонизации Арктики? Если я правильно... Подождите, пожалуйста, я сейчас уточню. Oui, je rajoutais juste sur les terres en fait où la glace disparaît liée au réchauffement climatique. В тех районах, где происходит таяние льдов. La glace fond, qu'est-ce qui se passe avec la colonisation par les plantes, les animaux? Bien sûr, ici, je dois préciser le point suivant. On ne parle pas de la glace marine qui apparaît chaque année et qui fond. Quand on parle, là, on parle des glaciers terrestres, la calotte glaciaire qui se trouve sur la Terre-Neuve, sur l'archipel de François-Joseph. Il faut comprendre que, en gros, pour les scientifiques, il est important d'étudier non seulement les régions où se trouve le glacier, mais il faut étudier tout l'écosystème dans sa globalité. Et dans ce cas, je répéterai la réponse à la question suivante. Bien sûr, d'après les données donc, concernant la flore, les oiseaux, il y a des indicateurs qui montrent que certaines espèces d'oiseaux se propagent plus loin vers le nord parce qu'avec l'augmentation des températures moyennes, la nourriture, la quantité de nourriture augmente, la phytomasse augmente, le nombre de plantes augmente et en ce qui concerne les glaciers concrets qui changent et qui se retirent dans ces régions, d'après nos données, on le voit, c'est pas uniquement les études de l'université flottante. La surface des glaciers diminue
et c'est un processus qui dure depuis des décennies, des centaines d'années. Et il y a beaucoup de projets intéressants où on compare les photos d'un même glacier réalisé au début du XXe et au début du XXIe siècle. Et ça montre le fait que les glaciers se retirent et assez fortement. Et il y a une tendance qui est observée. Merci, Un grand Alexandre. merci, Alexandre, pour votre discours. On serait vraiment très content de vous revoir sur nous autres. On a reçu beaucoup d'informations. On va essayer de la digérer et on va espérer de vous voir encore une fois. Un grand merci pour vous et un grand merci pour cette invitation. Je vous souhaite une très bonne soirée. Mes amis, je vous propose d'ouvrir pour vous l'exposition qui se trouve dans une salle à côté. On a un petit verre d'amitié pour juste à côté, dans la salle à côté. Je vous invite tous et j'aimerais bien remercier les traductrices qui travaillent avec nous. C'était pas facile pour eux, mais ils ont réussi quand même. Merci beaucoup.